Merci, merci beaucoup. J'aime ce moment où, d'un coup, la salle s'apaise. Alors c'est parti. C'était le 24 janvier 2020. La nouvelle et première campagne de communication du CINERPA et du collectif des métiers du grand âge avait pris son envol. Une superbe avant-première réunissant tout le secteur autour d'Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, avait eu lieu en début de mois. 30 spots de 45 secondes avaient été diffusés en access prime time pour la première fois sur France Télévisions tout au long du mois de janvier. Le dernier spot était diffusé le soir même sur France 2, avant les prochains passages prévus en mars et en novembre. Un site internet sur les métiers du grand âge était né, diffusant les 5 films d'Olivier Babinet, nos 5 duos sur la vie en EHPAD. C'était le 24 janvier 2020. C'est aussi ce jour-là que Christine Jandel, ma présidente, m'a appelée pour me parler de Wuhan. Sa voix calme, rapide mais déroutée, me livrait une information que je comprenais à peine. Florence, en Chine, la situation empire. Depuis ce matin, Wuhan est confiné. Tout est bloqué, plus personne ne peut sortir. Nos bureaux sont bloqués. Je ne sais même pas comment on va faire les payes. Je me souviens presque exactement de ces mots, comme s'ils résonnaient encore en moi. Je ne sais même pas comment on va faire les payes. Certes, je l'avais entendu le matin même aux infos, mais dans la voix de Christine Jandel, ma présidente, la présidente du CINERPA, ça n'avait plus le même sens, plus le même impact. Cette phrase surréaliste, 60 millions de personnes sont confinées, prenait alors un sens, une réalité. Ce n'était déjà plus à des milliers de kilomètres, c'était au bout du fil, juste là, à portée d'oreille. Christine, en ce 24 janvier 2020, me disait sans blaguer, la voix trop calme, « Florence, il faut qu'on se prépare, ça va arriver chez nous ». C'est ainsi que le 4 février 2020, à la demande de Christine Jandel et de Jean-Claude Bredanque, également impactés en Chine, nous écrivons un premier courrier très officiel à Agnès Buzyn, demandant des informations, des protocoles préventifs, un soutien, au cas où ce virus chinois, dont on parle depuis quelques semaines aux infos, arriverait en France et percuterait nos EHPAD. Mais en France, il y était déjà. Et tandis que l'on rapatriait sous cloche 140 Français de Wuhan, en les confinant dans un club de vacances du Var, sous les feux des caméras, tandis que le virus commençait déjà sa sournoise circulation vers Bordeaux, Paris ou Creil, notre courrier du 4 février resta désespérément sans réponse. Appel de ma part, appel sans réponse. Ou plutôt si. Un guide doit sortir, me dit-on, au ministère. Vous vous inquiétez trop, rajoute le conseiller. Nous étions déjà mi-février, autour du 14, la fête des amoureux. Je m'en souviens comme si c'était hier, c'était un vendredi. En 48 heures, l'affaire Griveaux emporta la ministre Buzyn, en larmes, vers les municipales. Tandis que le virus approchait à grands pas, nous perdions notre ministre de la Santé et la France entière gloussait autour de cette sordide affaire. Certes, la semaine suivante, nous dégotions ce fameux guide. 104 pages décrivant la création de 139 centres Covid à travers la France, qui auraient vocation à tester et à accompagner les futurs malades. 139 centres dans toute la France. Voilà sur quoi reposait la logistique de crise. 104 pages évoquant les nécessaires évolutions des places de réanimation. 104 pages et pas un mot sur les EHPAD. Pas un mot sur les personnes âgées fragiles que nous accompagnons. C'est aussi cette semaine-là qu'Olivier Véran fit son entrée dans l'arène. Et quelle arène! Puisque le samedi 22 février, exactement, la Lombardie était confinée, bouclée à son tour. Les Italiens découvraient avec horreur, quelques semaines avant nous, l'impact funeste de ce Covid-19. C'est ce samedi 22 février 2020, au matin, que nous prenons la décision au CINERPA de créer une cellule de crise et d'annuler réunions et déplacements. Carole Falguière, Pauline Méniel, Aurélie Faure, Florence Arnez-Momé, les 4 mousquetaires de la crise, sous les prescriptions précises de Christine Jandel, étaient à l'unisson, prêtes au combat, bien avant tout le monde. Le 24 février, tandis qu'on nous explique au ministère que tout est sous contrôle, nous adressons les premiers flash infos, spécial Covid, aux adhérents du CINERPA. Il y en aura plus de 100 en 90 jours. Gel, masques, gestes barrières, filtrage des entrées en EHPAD, prise de température, surveillance des stocks de masques. Nos premières recommandations tombaient le 24 février dans des EHPAD encore totalement incrédules. Combien de fois aurais-je entendu tout au long de ce mois de février ? Mais Florence, tu crois pas que t'en fais un peu trop ? Sauf que tandis que certains se moquaient gentiment de moi, tandis que la Chine construisait un hôpital en 15 jours, les premiers impacts touchaient durement la France. Et la grande faucheuse se préparait à nous terrasser. Les soreuses commençaient à tourner, d'abord doucement, puis vite, puis plus vite, puis de plus en plus vite, puis encore plus vite. À partir de ce 24 février 2020, nous vivrons communément 90 jours de lutte sans merci et sans aucun jour de repos.
Nous passerons 90 jours à réclamer, d'abord des protocoles, des recommandations pour isoler, pour protéger, puis des masques, des surblouses, des gants, de l'oxygène, puis des tests, des transferts hospitaliers, des bras, de l'aide, du renfort. 90 jours non-stop à accueillir les larmes, la souffrance, la maladie inconnue, les symptômes déroutants, l'insuffisance respiratoire, l'étouffement, puis la mort. 90 jours d'une course contre la montre, 90 jours d'une course effrénée contre la mort. Et alors que Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, nous expliquait doctement que les masques ne sont pas nécessaires, voire qu'ils ne servent à rien, alors que certaines ARS sont encore en vacances d'hiver et nous vilipendent car nous suspendons les visites à titre préventif, la vague nous percute de plein fouet, avec une violence inouïe. D'abord en Bourgogne-Franche-Comté, puis dans le Grand Est, puis en Auvergne-Rhône-Alpes, en Hauts-de-France, en Île-de-France, PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, des EHPAD par dizaines, par centaines, percutés de plein fouet. Durant ces 90 jours qui emportèrent Manu Dibango, Christophe ou Patrick Devedjian, durant ces 90 jours où retentissaient chaque soir à 20h les applaudissements des Français, désormais confinés eux aussi, rien, absolument rien ne nous aura été épargné. Lutter pour sauver les EHPAD qui découvrent jour après jour des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de malades. Lutter pour les services à domicile, si peu pris en compte. Lutter pour les résidences-services seniors, jamais pris en compte. Lutter pour obtenir des protections pour les équipes qui se battent de tous côtés, pour les personnes âgées fragiles qui sont les premières victimes. Lutter pour faire ouvrir les écoles, pour faire garder les enfants des personnels. Lutter pour faire ouvrir des filières gériatriques et éviter le 15, ces 6 heures d'attente et ces refus d'hospitalisation. Lutter pour obtenir des tests PCR, alors rationnés à 3 par EHPAD. Jusqu'à lutter parfois pour que les services funéraires acceptent d'intervenir. Lutter pour permettre aux familles un ultime adieu. Non, rien ne nous aura été épargné, pas même les critiques, aujourd'hui. L'autopsie du drame, nous l'avons racontée 100 fois tout au long de l'année 2020, à la presse, au ministère de la Santé, à Matignon, à l'Élysée, à l'Assemblée nationale, au Sénat, plus récemment à la Cour des comptes. Lenteur, impréparation, absence d'agilité, couches et surcouches d'instances décisionnaires, hospitalocentrisme, publicocentrisme, angoisse du syndrome H1N1. Non, l'EHPAD n'a pas été considéré, n'a pas été préparé à l'impact. Alors même que cette maladie touchait d'abord et avant tout les personnes âgées fragiles, la prise de conscience de l'État a été longue et difficile. D'abord les masques réquisitionnés par l'État le 27 février. Ils ne nous seront redistribués qu'à partir du 20 mars. Le confinement en chambre, seul moyen d'éviter les contaminations en cascade, décrété le 6 mars au CINERPA, mais le 30 mars seulement par l'État. Les transferts hospitaliers des cas les plus graves, refusés jusqu'au 23 mars. Les tests rationnés à 3 par EHPAD, généralisés, le 10 avril seulement. Dans ce marasme, et après une lenteur plus que préoccupante pour un pays comme le nôtre, Olivier Véran, accompagné par l'excellente Laetitia Buffet, ont été à notre écoute et ont finalement été à la hauteur des enjeux. Les ARS et les départements, d'abord en rang desserré, se sont unis autour de nous. La presse, les médias, que nous avons réunis toutes les semaines pendant près de 3 mois, nous ont beaucoup aidés à faire pied de biche et à obtenir tout ce qui nous manquait. À la mi-mars, nous devenions enfin la priorité. Mais il était déjà trop tard. La mort frappait à nos portes, tous les jours, plusieurs fois par jour. Oui, le CINERPA, j'ose l'affirmer, a été plus réactif que les autres. Il a été la vigie, le phare dans la nuit, le petit cheval blanc, tous derrière et lui devant. Mobilisation, réactivité, union, entraide, coordination, transmission, communication ont été pour nous les maîtres mots de cette crise inouïe. Le bureau, la commission soins, l'équipe du CINERPA ont réuni leurs forces 90 jours durant pour guider votre action, vous aider à faire face, qu'ils en soient ici tous profondément et sincèrement remerciés. C'est ainsi qu'en réclamant et en obtenant pieds à pied, masques, EPI, transferts, renforts RH et enfin tests massifs, que la courbe s'est enfin affaissée. Début mai, déjà, la première vague marquait un recul dans nos EHPAD, nous laissant exsangues, épuisés, déroutés. Mais la pression, la tension, l'angoisse et la frayeur ont été telles qu'à la mi-mai, Christine Jandel, la lanceuse d'alerte de cette crise Covid en EHPAD, s'est retirée, laissant la présidence du CINERPA à son vice-président, Jean-Christophe Amarantinis, qui, au pied levé, en accepta l'augure. À la mi-août, ce sera Carole Falguière, ma numéro 2, depuis 12 ans, qui jettera l'éponge, épuisée à son tour. C'est ainsi qu'au 17 mai 2020, tandis que la première vague se retirait, une nouvelle page s'est ouverte pour notre syndicat. Celle d'une nouvelle présidence, avec Jean-Christophe Amarantinis, celle du déconfinement, du retour des visites,
celle de la circulaire budgétaire à 1 milliard, du financement, des surcoûts, des pertes et des primes pour les salariés qui se sont exceptionnellement investis. Une page plus légère, un moment de résilience, de respiration, de quelques semaines, quelques mois. Et quelle respiration! Dès le 5 juillet, un projet de loi 5e risque autonomie. Dès le 10 juillet, la mise en place du Ségur de la santé. Et alors que nous avions soif d'évasion, de sérénité et de repos, à l'ouvrage, il a fallu se remettre. Projet de loi 5e risque, en débat tout l'été, créant une toute nouvelle branche autonomie de plus de 20 milliards d'euros, qui bénéficiera dès 2024 de 0,15 points de CSG supplémentaires, soit 2 milliards d'euros. Ségur de la santé qu'il a fallu réclamer, négocier, organiser pied à pied pour le secteur privé, qui a failli être oublié. 160 € net de revalorisation salariale pour tous les personnels qu'il a fallu mettre en œuvre à l'automne pour les premiers versements en décembre. Puis la seconde vague qui nous percute à nouveau. Mi-octobre, de nouvelles alertes. Courant novembre, à nouveau, les deux pieds dedans. Moins fracturante, car mieux organisée, mieux connue, mieux anticipée, la seconde vague n'en restera pas moins d'une grande violence. Puis Noël et ses préparatifs, alors que nous sommes toujours dans la nasse, que le virus est là, sournois et délétère, alors que la France est encore confinée, les familles font pression. Ouvrir les portes, entrer à nouveau, passer Noël, peut-être le dernier, avec son père ou sa mère, son conjoint ou son frère, devient un enjeu, une prière, un appel au secours que nous entendons. Nous insistons auprès de la ministre Bourguignon, qui a pris, dès l'été 2020, avec opiniâtreté, le relais d'Olivier Véran sur nos sujets, et qui nous réunit chaque semaine. Nous insistons auprès d'elle pour que les recommandations desserrent l'étau de la suspension des visites. Début décembre, nous obtiendrons gain de cause, avec un premier protocole d'assouplissement, valable jusqu'au 3 janvier. À ce moment-là, Noël approche, et avec lui, 2 cadeaux, mal emballés. Le vaccin d'abord, qu'on nous annonce début décembre pour le 27 décembre, et le variant anglais, qu'on nous annonce pour début janvier. Dans les 2 cas, les autres pays étaient sur le pont, dès septembre, quand en France, on s'active en décembre, encore et toujours en retard, encore et toujours mal préparé. Là encore, c'est sur notre réactivité et sur notre professionnalisme que l'État comptera pour mettre en place en avant-première la campagne de vaccination. Dans la plus grande impréparation et la plus grande surprise, tant les observateurs français parlaient d'un vaccin à la mi-2021, il a fallu, avant Noël, organiser une campagne de vaccination pour 600 000 résidents et 300 000 salariés. 4 mois, de décembre à mars, durant lesquels les maîtres mots furent de s'organiser, expliquer, convaincre et vacciner. Puis dès le 13 janvier, l'enchaînement des livraisons, semaine après semaine, des centaines de milliers de doses, première dose, deuxième dose, flux A, flux B, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson. Encore un tourbillon, encore une grosse machine à dompter. Mais cette fois-ci dans la joie et la bonne humeur, dans la rage de vaincre et de gagner la bataille. Enfin, nous allions pouvoir reprendre la main sur la maladie, sauver des vies, reprendre nos vies peut-être. Sam Pfizer, ou la lumière au bout du tunnel. Dès mi-février, alors que la France se reconfine, encore une 3e fois, nos chiffres fléchissent. Nous vivons enfin une autre réalité. Les contaminations baissent, puis les décès. Plus nous piquons, et plus la courbe dégringole. Nous comptons, nous faisons des graphes, nous pistons les baisses. Nous avons presque peur de l'avouer, mais le vaccin fonctionne. C'est mi-mars que nous remontons la pente, enfin. En même temps que la 3e vague se retire de nos établissements, nous reprenons de l'oxygène. Les sourires réapparaissent enfin, les rires aussi, soulagement. La vie, quoi. Les salles de restaurant ouvrent à nouveau, les animations reprennent, les visites des familles se succèdent, leur accès aux chambres devient à nouveau possible. Le protocole d'assouplissement, des mesures de restriction, demandé avec insistance par toute la profession, puis par le Conseil d'État fin février, sortira finalement le 12 mars. La vaccination continuera tout au long des mois d'avril et mai pour atteindre aujourd'hui 95% des résidents et près de 60% des salariés. Bien sûr, il nous faut continuer, vacciner, vacciner et encore vacciner. Les nouveaux entrants en EHPAD ou en résidence-service, les personnes âgées fragiles à domicile, les salariés entrants, les équipes d'été, les familles également. Casser ce plafond de verre de 60% de salariés vaccinés est notre enjeu. À quelques encablures de l'arrivée du variant indien, 2 fois plus contaminant, 2 fois plus féroce, qui force l'Angleterre à revoir sa posture face au déconfinement, la recherche de l'immunité collective reste absolument vitale, non seulement pour nos EHPAD, mais pour notre pays tout entier. Faiblir dans la vaccination n'est pas une option. Accepter que la vaccination contre le Covid soit un choix personnel et individuel,
après une crise qui aura de telles conséquences économiques, psychologiques et sociales, et peut-être une nouvelle erreur. Quoi qu'il en soit, il faut continuer, obtenir des doses, tenter de convaincre et vacciner, pour nous permettre de reprendre peut-être une vie normale, et permettre au secteur du grand âge de continuer sa mue, fort de cette crise hors norme. Alors oui, traumatisés mais heureux, fracturés mais toujours présents, c'est ensemble que nous remontons doucement la pente. Ensemble et sous la bannière Synerpa, que nous continuerons la lutte. La lutte pour un secteur du grand âge toujours plus moderne, toujours plus en accord avec les nouvelles générations que nous accueillons et accompagnons. Oui, si le Synerpa a voulu être là aujourd'hui, ce 17 juin 2021, en présentiel et en virtuel, au Palais des Congrès, s'il a encore tout donné pour être le premier à réunir ces troupes si valeureuses, s'il a voulu être là, quoi qu'il en coûte pour ses 20 ans, ce n'est ni pour se plaindre, ni pour être plaint, ni même pour faire la fête, mais bien pour réaffirmer ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin pour continuer la modernisation de ce secteur commencé il y a 20 ans. Alors que voulons-nous aujourd'hui pour continuer la modernisation de ce secteur? Eh bien d'abord, l'égalité de traitement avec le secteur public, et notamment concernant le Ségur de la santé. D'abord exclusivement dédié au secteur sanitaire et médico-social public, il a fallu lutter pour que les salariés du secteur sanitaire et médico-social privé, tout autant engagés dans cette crise que les salariés du secteur public, aient leur place dans ce dispositif, jamais vu, et que nous saluons. Encore une fois, la tentation de l'État a été grande de faire de l'hospitalo-publicocentrisme et de ne dédier le Ségur qu'au secteur public. Fin juillet donc, nous sommes intégrés au dispositif. Mais pour nous, ce ne sera pas 183 €. Non, pour les salariés du secteur privé, ce sera 160 € net, dont acte. C'est donc sur cette base que nous déployons dès fin décembre le Ségur 1 auprès des collaborateurs. Mais en lieu et place des 430 millions € que coûte le Ségur aux adhérents du Synerpa, et au terme de mois de discussion, c'est finalement 420 millions qui nous seront octroyés, soit 10 millions manquant à l'appel sur le Ségur 1. À cet égard, une grande enquête sera lancée cet été par les ARS pour quantifier la quantité de Ségur manquantes. Soyez vigilants donc, ne partez pas trop loin de vos ordinateurs, car c'est par le biais de cette enquête estivale que vous pourrez obtenir d'éventuelles régularisations. Et puis le Ségur 2, qui nous mobilise aujourd'hui, avec au fond le même problème d'inéquité public-privé. Qu'est-ce que le Ségur 2? Comment nous l'a-t-on vendu l'été dernier? Qu'ont entendu les salariés de nos structures? Que tous les personnels paramédicaux toucheraient 35 € net supplémentaires par mois. Des semaines que nous tentons d'obtenir les 64 millions d'euros qui pourraient vous permettre de mettre en place cette mesure importante pour les personnels soignants. 2 semaines qu'on nous explique en boucle qu'il n'y a que 26 millions pour notre secteur et que l'enveloppe est absolument fermée. C'est ainsi que le Synerpa demande aujourd'hui 38 millions supplémentaires à l'État pour instaurer le Ségur 2 dans les EHPAD privés. Sans ces 38 millions, il ne pourra y avoir de Ségur 2 dans les EHPAD du Synerpa. Pire encore, alors que nous avons lutté pendant 10 ans pour la convergence tarifaire entre public et privé, alors que nous l'avons obtenue légalement, le quinquennat qui s'achève n'aura eu de cesse de déstructurer cette équité de traitement. Alors que voulons-nous encore pour continuer la modernisation de notre si courageux secteur? Eh bien, nous voulons une loi grand âge, celle que l'on nous promet depuis 2017, 2018, 2019. Nous voulons une loi pour faire évoluer l'EHPAD, une loi pour plus de personnel soignant, une loi pour faire de l'EHPAD une plateforme multiservice dédiée au grand âge, ouverte sur l'extérieur, une loi pour continuer de construire la filière professionnelle du grand âge. Mais ce que nous demandons d'abord et avant tout, c'est qu'enfin un gouvernement mette en pratique le fameux virage domiciliaire, mais sans nous faire manger le gravier et la poussière. Les Français veulent vieillir chez eux le plus longtemps possible, et c'est bien normal. C'est ce que vous voulez, c'est ce que nous voulons tous, pour nous-mêmes ou pour nos parents. Vieillir chez soi, accompagné comme il se doit, dans ses fragilités, dans ses faiblesses, dans sa maladie parfois. Évidemment, c'est ce que nous voulons tous. Certes, mais à 20 € de l'heure, c'est compliqué. Avec des SAD, des SIAD et des SPASAD, des services morcelés, sous-financés, l'affaire est entendue, ce ne sera pas possible. Laissés à la limite de l'abandon pendant toute la crise, sans masque, sans gants, sans gel, sans prime et sans Ségur,
Le secteur de l'aide à domicile à la personne fragile est en déséquilibre économique et social depuis des années. Alors depuis le début de l'année, en marge du Ségur ou de la vaccination, nous en avons fait un combat syndical de premier plan. C'est d'ailleurs pour cela que nous avions créé la Confédération Synerpa en 2015. Nos demandes sont simples et justifiées. Une médicalisation de tous les services à domicile volontaires. Une participation APA, PCH, plancher, financée par les départements à 23 €. Un tarif soins financé par l'assurance maladie à 3,50 €. Une cogouvernance ARS, département, sur ces nouveaux et uniques services d'aide et de soins à domicile. Ce que nous voulons, c'est une véritable réforme de la tarification des SAD, à l'image de celle que nous avons vécue en 2001 pour les EHPAD, il y a tout juste 20 ans. Ce secteur de l'aide à domicile à la personne fragile, laissé en permanence sur le bord de la route, doit faire sa mue, doit se restructurer autour d'une offre clarifiée, facile d'accès et mieux financée. Et nous ne lâcherons rien. Les Français le veulent et nous le ferons. Nous le leur devons absolument. L'année qui s'ouvre sera donc peut-être l'année de cette loi. 60% des Français le veulent, ce sont les chiffres du sondage IFOP-Synerpa que nous avons présenté ce matin. Brigitte Bourguignon, notre ministre, nous parle depuis peu d'une loi appelée Génération solidaire, qui pourrait porter en son sein un certain nombre de nos demandes. On nous parle du PLFSS 2022, qui lui aussi pourrait porter des mesures grand âge. Là encore, le Synerpa répond présent, et nous serons là, et nous proposerons, nous négocierons. Que voulons-nous enfin? Eh bien, nous voulons mettre le défi et la transition démographique au cœur de la campagne présidentielle qui va s'ouvrir. Si tant est que la loi Génération solidaire puisse voir le jour avant la fin du quinquennat, il est évident qu'elle ne saurait être suffisante pour adapter la France aux défis démographiques qui l'attendent dans les 20 prochaines années. Sur la décennie 2020-2030, la catégorie des 75-85 ans devrait croître de près de 50%. Puis ce sera ensuite la décennie 2030-2040 qui verra exploser le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans. Nous sommes partis pour 20 ans de transition démographique. Et assurément, le Synerpa jouera son rôle pour obtenir une loi de programmation permettant à la France de faire face à ce nouveau défi. Alors oui, nous fêtons nos 20 ans. Et si nous nous souvenons émus et reconnaissants de nos jeunes années, nous regardons surtout l'avenir avec fougue, audace et détermination pour servir ce magnifique secteur dont l'évolution est en grande partie entre nos mains. Voilà, mes chers adhérents, voilà tous les mots qu'au terme de ces 16 mois de combat, je voulais vous offrir, vous dédier. Nous sommes réunis aujourd'hui pour ce premier congrès post-crise. Nous voulions en être. Nous avons parié sur votre présence dans cette salle et en virtuel. Et grâce à vous, nous avons gagné ce pari-là aussi. Cette salle comble en est la preuve. Nous sommes réunis aujourd'hui pour fêter nos 20 ans d'une exceptionnelle aventure collective. L'heure pour moi de conclure sur de la gratitude et des remerciements. Dire merci à Luc Broussy, à Théodora Marantinis de m'avoir laissé leur place en 2005. Une jeune femme de 33 ans qui remplace 2 hommes. C'était un beau challenge en termes de parité. Dire merci à Yves Journel, mon premier président, de m'avoir fait confiance, plus que moi-même, et de m'avoir appris tant de choses sur ce beau secteur. Dire merci à Jean-Alain Marguerite, mon 2e président, pour avoir dit oui à l'ouverture, au grand projet, à toute cette énergie dont parfois je ne sais que faire tant j'en ai. Un oui toujours plein de sérénité, de constance et de guidance. Dire merci à Christine Jandel, ma 3e présidente, pour avoir vu avant les autres et avoir été pour toujours la présidente de la crise Covid. Dire merci à Jean-Christophe Amarantinis, mon 4e président, qui débute plein d'ardeur et avec une énergie et une force de travail redoutables, avec qui l'aventure continue, jour après jour. Dire merci aux équipes du Synerpa qui me soutiennent et qui œuvrent sans faille à mes côtés, à votre service. Dire merci à Marie-Élodie, mon assistante, clouée chez elle par un Covid long depuis 15 mois. Dire merci à Carole Falguière, qui est présente, qui m'a épaulée avec brio pendant 12 ans, 7 mois et 2 jours. Dire merci à Sabine Bienvenue, qui a construit avec moi le Synerpa d'aujourd'hui et qui s'en est allée rejoindre les étoiles le 25 mai 2020. Vous dire merci enfin à vous les adhérents, d'hier et d'aujourd'hui, qui me faites confiance depuis 16 ans maintenant pour représenter et défendre vos intérêts. Dire merci aux groupes, aux indépendants, aux commerciaux, aux associatifs, aux syndicats affiliés
au domicile RSS, aux cures thermales, au bureau et au conseil d'administration, aux délégués locaux. Vous tous qui me guidez, qui me suivez et me faites confiance pour représenter et défendre vos intérêts, année après année. C'est un honneur infini. Un grand merci à vous tous. Très joyeux anniversaire, Synerpa. Merci. Merci Florence. Merci. Merci beaucoup. Merci.